Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver en cette fin d'année 2024. Cet épisode va être un peu le dernier, va clôturer cette deuxième saison, on va l'appeler deuxième saison de Warzone. Très content encore une fois de pouvoir partager cette passion un peu avec vous et d'avoir vos retours. Cet épisode d'ailleurs va être un peu, l'occasion de revenir sur un de vos retours, et pouvoir parler un peu de baseball universitaire et lycéen nippon, et peut-être un peu coréen également, s'il y a assez de temps. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, même si c'est vrai que je ne suis pas très actif, on va pas se mentir, mais voilà, quand je poste une vidéo ou un podcast, vous avez les informations via ces réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok. Et sur toutes ces informations, je vous laisse avec l'épisode du jour. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer, on va donc aller se déplacer de nouveau du côté du pays du soleil levant. À cette occasion, bien sûr, je vous rappelle que j'avais fait pas mal de petites vidéos, enfin même des longues vidéos sur le baseball au Japon et un peu cette association historico-culturelle entre l'évolution du Japon et l'introduction du baseball dans ce pays. Donc je vous invite bien sûr à aller sur le Homera, à aller retrouver ces vidéos spéciales Japon. Parmi ces vidéos, je vous avais parlé notamment du fameux Koshien. On l'appelle Koshien par rapport au lieu, mais c'est ce fameux tournoi lycéen qui a une ampleur nationale gigantesque au Japon. C'est peut-être l'événement amateur le plus suivi au Japon. Et donc ce tournoi, en fait, il y a deux occurrences. Il y en a un au printemps, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de l'été. C'est un tournoi qui va rassembler les meilleurs lycées du pays pour désigner le meilleur lycée du pays, tout simplement. Encore une fois, c'est un événement effervescent. Il y a un suivi et comment on peut dire ça, une audience incroyable pour cet événement-là. Euh, c'est un peu gauche de faire des comparaisons, mais si on voulait quand même comparer au sport, par exemple, universitaire américain, euh, ça serait peut-être d'effervescence, peut-être quelque chose qui se rapproche de la March Madness au basket, mais avec cet effet college football, parce que le college football c'est quand même le sport le plus suivi normalement aux États-Unis. Donc vous mixez un peu ces deux-là et vous avez un peu l'engouement derrière le fameux tournoi lycéen Koshien. Donc voilà, c'est surtout un gros événement, ça a été fondé en 1915, à partir de 1924 c'est là où c'est vraiment allé du côté du Hanshin Koshien Stadium, qui est d'ailleurs le stade des Hanshin Tigers. Et il faut le savoir, comme ça a lieu en août, pendant la période d'août, les Hanshin Tigers ne peuvent pas jouer dans leur stade, notamment pendant la période bien sûr de ce tournoi Koshien. Encore une fois, je vous invite à aller revoir les vidéos pour avoir beaucoup plus de détails, parce que c'est très 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 intéressant, il y a une grosse histoire derrière, ça a aussi montré des implications même politiques et économiques vis-à-vis de l'époque à laquelle ça a été fondé, avec un Japon ayant une valeur d'empire, voulant asseoir sa domination sur l'Asie de l'Est notamment. Mais bref, on n'est pas là forcément pour ressasser un peu le Koshien, on est là plutôt pour voir un peu si on a un équivalent du tournoi, même pas du tournoi, mais je veux dire du baseball universitaire américain, mais du côté du Japon. Et quelle est sa valeur, quel est son engouement? Eh bien, trêve de suspense, et il faut le savoir, le baseball universitaire japonais n'a pas la même ampleur, n'a pas la même aura, bien sûr, que le baseball lycéen, notamment puisqu'il n'y a pas cet aspect Koshien au niveau universitaire. Mais on peut quand même retrouver de la compétition, un baseball compétitif au niveau universitaire. On a notamment plusieurs ligues et ces ligues se font face après avoir leur propre championnat. On peut comparer par exemple, quand je vous parle des conférences au baseball universitaire, on va avoir des batailles intra-conférences. Par exemple, la SEC va avoir ses équipes se battre entre elles pour gagner cette ligue. Au Japon, on a le même principe. Donc ces ligues vont d'abord avoir cette compétition entre elles. Et ensuite, les vainqueurs de ces ligues vont se retrouver pour des sortes de séries nationales et un tournoi national
pour désigner le vainqueur en termes d'université. La plus connue de ces ligues est une ligue historique, c'est la Big Six, Tokyo Big Six League. Elle a été formée en 1925, donc bien avant le baseball professionnel nippon. Et c'est la première ligue, en fait, c'est la plus vieille ligue qu'on peut retrouver au Japon, puisque, à contrario, le baseball lycéen ne se décompose pas sous forme de ligue. Et du coup, à travers le temps, cette Big Six League a été considérée comme la ligue la plus compétitive en termes de baseball japonais. Quand le baseball professionnel est arrivé dans les années 30, puis ensuite la NPB en tant que nomination en tant que telle dans les années 50, bien sûr, le baseball professionnel a pris le pas sur cette ligue. Elle s'est retrouvée un peu en sandwich entre l'effervescente participation lycéenne, donc c'est-à-dire le Koshien, et cette NPB. Mais elle n'est pas à sous-estimer, surtout cette Big Six League, puisque on en parle comme la ligue la plus compétitive entre guillemets en termes d'antichambre de la NPB et de ses ligues mineures associées. Là aussi, pour vous décomposer un peu la compétition, un peu à l'image, à l'instar du Koshien, on a deux occurrences. On a donc une occurrence d'automne et une occurrence de printemps. Celle de printemps va donner accès pour son vainqueur à la fameuse, comment s'appelle déjà, All Japan University Baseball Championship Series. Donc en fait, c'est le gros tournoi qui récompense la meilleure équipe universitaire du pays après donc leurs différentes batailles dans leur propre ligue. Et la saison qu'on appelle la saison d'automne, le champion de cette saison d'automne va aller dans une compétition dans ce fameux Meiji Jingu Stadium dont on va reparler. Et cette compétition s'appelle le Meiji Jingu Stadium Tournament. Parlons-en rapidement de ce stade, puisque ce stade c'est aussi le stade des Tokyo Yakult Swallows. Pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, c'est donc une des équipes de la NPB. Récemment, elle a beaucoup fait parler d'elle puisqu'elle avait en son sein un MVP dont on a beaucoup parlé. Je parle bien évidemment de Munetaka Murakami. Comme vous connaissez, on va forcément parler de lui 30 secondes puisque c'est quand même un joueur dont il faut parler. C'est vrai que là, il a eu deux dernières saisons un peu plus compliquées, la 2023 et la 2024, comparé à ses standards. Mais c'est quand même un jeune joueur, il n'a que 24 ans, qui a été longtemps, ou qui est depuis longtemps sur les tablettes, notamment de la MLB. Je rappelle rapidement son palmarès. Il a été 2 fois MVP de la Central League, donc je vous rappelle, au Japon il y a la Pacific League et la Central League. Donc 2 fois MVP en 2021 et 2022. 2021 d'ailleurs, il remporte le titre avec les Tokyo Yakult Swallows. Il remporte la Triple Crown en 2022 d'ailleurs, lors de son deuxième titre MVP. C'est la saison où il termine, je pense, avec 56 home runs, quelque chose comme ça. C'était une saison incroyable au niveau japonais, on n'avait pas vu ça. On l'a directement comparé à Sadaharu O, par exemple, pour vous donner un peu l'idée. 4 fois All-Star, notamment en 2024 où il a fait quand même une saison relativement meilleure, plus proche de ses standards par rapport à la saison 2023 où c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Il a été bien sûr rookie de l'année en 2019. Voilà, il a aussi gagné bien sûr avec l'équipe japonaise. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la World Baseball Classic où j'étais, notamment à Miami. Il a remporté le titre face aux États-Unis. Il avait également remporté les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, toujours avec cette équipe japonaise. Donc voilà, on a fait notre petit passage sur Munetaka Murakami, nom qu'il faut retenir au cas où, il pourrait pourquoi pas être posté. Je pense que par rapport au nombre de saisons, il devrait déjà être postable entre guillemets la saison de ses 25 ans. Donc ça sera un truc à vérifier, j'ai pas la chose sous les yeux et c'est pas le sujet. Mais c'est pour parler en fait de ce fameux stadium qui est très important dans l'histoire du baseball nippon et notamment du baseball professionnel. Donc ce stade, c'est le plus vieux stade de baseball professionnel, à côté bien sûr du Koshien Stadium. Il a été construit en 1926 pour justement ces compétitions interuniversitaires. Il a eu beaucoup, bien sûr, d'innovation, de réparation et compagnie. Et je sais que récemment, on parlait de pourquoi pas le détruire pour faire une enceinte beaucoup plus moderne. Donc ça a fait pas mal de discussions, bien sûr. Pas au même niveau que nous, ce ne sont pas des cultures similaires. C'est-à-dire quand on dit pas mal de discussions, il n'y a pas eu de grosses protestations non plus. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de débats autour de sa potentielle destruction et rénovation complète. Mais comme vous l'avez compris, vu qu'il a été construit en 1926,
il a forcément, c'est un de ces stades qui est toujours actif, qui a vu en son sein Babe Ruth ou Lou Gehrig par exemple. Je vous rappelle, même si c'est dans les vidéos que j'ai fait sur le Japon, en 1934, il y avait eu ce fameux Barnstorming Tour, on va dire. Vous savez, c'est All-Star, Hall of Famer américains qui sont partis du côté du Japon et qui ont joué des matchs d'exhibition contre ce qui se faisait de mieux au baseball japonais. Ça a permis à des jeunes légendes comme justement Eijun Sawamura de se confronter à ce qui se faisait de mieux sur la planète. Et ça a conforté en fait ce genre de joueurs justement dans leur légende. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur Eijun Sawamura et Victor Starfin pour ceux qui sont intéressés. Mais donc voilà, je voulais m'arrêter sur ce stade historique qui a donc ces fameux plans de destruction et pourquoi pas d'être remplacé par un stade complètement moderne. Pour l'instant, c'est toujours la maison des Swallows, Tokyo Yakult Swallows. Et pour ceux qui vont au Japon, pour ceux qui sont curieux et qui vont au Japon, il faut le savoir, il est quand même facile d'accès parce qu'il est dans un quartier qui est très connu. Il est dans le cœur même de Tokyo. Il est pas loin du fameux quartier Shibuya. Donc voilà, accessible pour les touristes et compagnie. Donc, je ne suis pas guide touristique japonais, mais j'en profite pour en parler parce que c'est ce genre de monument qui raconte aussi un peu l'histoire du baseball nippon. Et donc pour finir un peu avec cette introduction, cette explication des ligues japonaises de baseball universitaire, en parlant bien sûr en priorité de cette Big Six League, pour vous donner un ordre d'idée rapidement sur ces universités qui la composent. Euh, Au cours de l'histoire, on a deux universités qui se retrouvent, je pense que c'était jusqu'à, parce que là, en 2024, c'est Keio University qui a dû gagner. Donc en tête, on a Osei et Waseda qui ont le plus de titres avec 46 titres chacune. Meiji en a 43, Kei en a 40 et Rikyu en a 13. Et ce qui est à noter, c'est que l'université de Tokyo, malgré quasiment 100 ans, parce que là ça va être la 100e saison si je dis pas de bêtises, de Big Six, ils n'ont jamais remporté de championship. C'est la ligue la plus effervescente, la plus reconnue, celle qui a le plus de fans quand on parle de baseball universitaire. C'est pourquoi je me suis attardé sur elle en particulier. Mais je vais vous énumérer les autres ligues qu'il faut connaître. On a donc la fameuse Tokyo Big Six League, on a la Tohoto League, on a la Shuto League, Kansai Daigaku League. Ce sont des ligues dont il faut retenir les noms, ce sont les ligues les plus populaires en termes de ligues universitaires au niveau du Japon. En ce qui concerne donc la réunion de toutes ces ligues, en tout cas de tous les champions de ces ligues pour la fameuse All Japan University Baseball Championship Series, je sais le nom est long. Je vais vous dire voilà 2-3 mots. Cette ligue, enfin ce championship ou ce championnat a commencé en 1952. Donc vous voyez, en termes d'histoire, en termes d'ancienneté, c'est beaucoup plus récent puisque c'est après par exemple l'établissement de tournois connus comme le fameux Koshien. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas on va dire de championnat qui allait départager les universités. Chaque université était championne de sa ligue et basta. Avec l'intronisation de ces All Japan University Baseball Championship Series, on a donc eu l'occasion de pouvoir vraiment récompenser la meilleure université du pays à chaque saison. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit l'année, c'est 1952 comme je vous l'ai dit, c'est très proche aussi des fameux College World Series, parce que je vous le rappelle, ça a été mis en place en 1947 aux États-Unis, les College World Series. Donc il y a un peu cet effet miroir dans le sens où avant, on était champion de sa conférence aux États-Unis et basta. À partir de 1947, on a vraiment voulu élire le champion national. Et au Japon, de manière similaire, on avait chaque ligue qui avait son champion, et c'est qu'à partir de 1952 qu'on a commencé à avoir l'envie de couronner la meilleure équipe de la nation. Ce tournoi, comme le Meiji Jingu Tournament dont j'ai parlé pour la partie automnale, se déroule donc dans ce fameux stade de Meiji Jingu Stadium. Le premier champion de l'histoire vient de la Big Six, c'est Keio University en 1952. Et pour vous donner un ordre d'idée, la dernière équipe championne cette saison, donc en 2024, c'est Aoyama Gakuin University. Ils ont battu une autre équipe de la Big Six, puisque là, Aoyama ne fait pas partie de la Big Six. Aoyama a battu donc Waseda, 2-1 notamment. Si on veut parler un peu rapidement des universités qui ont le plus de titres, il y a des universités dont on a parlé par rapport à la Big Six, comme Keio qui en a 4, Waseda qui en a 5, ou Osei qui en a 8, mais on voit que c'est beaucoup plus homogène, ça vient pas forcément de cette fameuse Big Six League.
Par exemple, Aoyama Gakuin University, qui vient de remporter son 6e titre, fait partie de la Toto League. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a une sorte voilà, d'homogénéité. Euh, je peux vous parler justement rapidement de la Toto University Baseball League par exemple, puisque celle-ci est également une ligue avec des universités de Tokyo par exemple. On y a donc cette fameuse Aoyama Gakuin University, on a la Asia University, la Chuo University, Kokugakuin University, Komazawa University, Takushoku University, et il faut savoir, il y a plusieurs divisions. Donc là, je vous ai parlé de la première division. Et ensuite, en deuxième division, on a notamment, par exemple, la Nihon University, la Risho University, etc., etc. Et on a donc comme ça plusieurs divisions, parce qu'il y en a 4 au total. Et forcément, les équipes qui peuvent prétendre à concourir pour la All Japan University Baseball Championship Series sont celles de la première division. À noter d'ailleurs, pour finir avec sa Toto League rapidement, et c'est pourquoi j'en ai parlé, c'est la ligue qui comptabilise le plus de All Japan University Baseball Championship Series remportés, avec 21 titres nationaux. Donc, pour finir sur cette partie rapide sur le baseball universitaire japonais, encore une fois, c'est peut-être pas le baseball le plus vu, le plus suivi, avec la plus grosse audience, la plus grosse effervescence au niveau du Japon, mais c'est quand même un baseball qui compte, un baseball notamment via sa Big Six League qui a une histoire très prégnante dans l'histoire même japonaise en termes de culture sportive et même de pop culture. Elle se décompose en plusieurs ligues tout d'abord comme je vous l'ai dit, et ensuite on a donc des tournois qui rassemblent les vainqueurs de ces différentes ligues pour y déterminer le champion national. Voilou pour cette partie japonaise, j'espère que ça vous a plu, ça reste assez court et je le rappelle encore une fois, vous pouvez bien entendu retrouver toutes les vidéos que j'ai faites, oulala, le français c'est difficile des fois, mais vous m'avez compris, toutes les vidéos faites sur le Homura, sur YouTube notamment, vous pouvez retrouver, il y en a 3 normalement vidéos sur le Japon et qui retracent l'histoire non seulement du Japon, mais également l'histoire du baseball au Japon, donc ça peut être très intéressant, sans vouloir me jeter des fleurs bien sûr, mais je veux dire en termes d'histoire, de culture, de pop culture, c'est très intéressant aussi d'avoir cette vision sous le prisme notamment du baseball et de l'évolution nippone en tant que société. Voilà, j'ai envie de faire une pause maintenant et certainement on va parler rapidement maintenant du baseball coréen, notamment de sa partie, pourquoi pas, universitaire. On va un peu explorer tout ça. Avant de parler du baseball universitaire en Corée directement, il faut que je fasse un peu comme ce que j'ai fait là pour le Japon, c'est une rapide introduction au niveau du baseball en Corée tout court. Il y a un aspect historique très important, également très lié au Japon notamment. Faut le savoir, on dit que le baseball a été introduit en Corée en 1905 par des missionnaires américains, sur la fin de l'Empire coréen. Vous le savez certainement, mais le Japon a occupé la Corée en voulant créer donc ce fort empire nippon, a occupé, a déchiré la Corée, a introduit et inclus, on va dire, par force, l'aspect culturel japonais en Corée. Le baseball a pris une énorme importance à cause de cela en Corée, donc il n'y a pas forcément un gros souvenir super sympa en fait de l'introduction du baseball en Corée. Quand le Koshien a été créé en 1915, les équipes lycéennes coréennes participaient au Koshien puisqu'elles étaient annexées, la Corée était annexée en fait au Japon. Ça nous donne pas une histoire très joviale, mais un peu à la manière du Japon, on a vu le baseball coréen évoluer à travers le temps en fonction des évolutions de sa société également. Il y a eu des gros événements, des événements très durs au niveau de Corée. On se rappelle aussi de la guerre de Corée, notamment qui a séparé donc la péninsule en deux, entre le nord et le sud de la Corée. Les Américains avaient été une partie prenante de cette guerre notamment, et il y a eu on va dire, l'envie d'insuffler un nouveau souffle en Corée du Sud, Corée du Sud qui s'est rapprochée, quelque part malgré elle, des États-Unis. Et avec ça, il y a eu l'introduction en fait de cette pop culture américaine également en Corée. On va pas refaire toute l'histoire, j'avais fait un article notamment pour The Strikeout
à l'orée de la World Baseball Classic de 2023 qui retrace vraiment toute l'histoire de la Corée, que ce soit au niveau culturel et donc l'implication du baseball quelque part là-bas. Euh, c'est très intéressant, vous verrez que d'ailleurs c'est pas si facile que ça de trouver des bonnes dates, parce que comme je vous l'ai dit, on dit que ça a été introduit en 1905, mais après on peut vous dire qu'on en retrouve des traces du baseball en Corée dès la fin du 19e siècle, hein. On parle de 1896 notamment, et ce match d'exhibition entre des expatriés américains et le Seoul Athletic Club, mais vraiment, encore une fois, le baseball a pris un essor avec cette occupation nippone. D'ailleurs, hein, on a vu avec les participations des équipes coréennes, que ce soit donc, comme je l'ai dit, au Koshien, ou alors pour les baseballs un peu plus, pour les personnes un peu plus âgées, on va dire, et proches d'un statut professionnel, même s'il n'y avait pas vraiment de professionnalisation à cette époque-là, mais on avait un autre tournoi qui s'appelle le Intercity Baseball Tournament au Japon, et on a vu notamment sur la fin de ces occurrences-là, au début des années 40, des équipes comme Séoul remporter ce tournoi. Ce qui a aussi amené à faire grandir des joueurs, faire progresser des joueurs coréens, et on dit, il est rapporté que lors du tour de Babe Ruth et Louis Gehrig, pour ne citer que, hein, il y avait d'autres All-Stars américains au Japon, un joueur qui faisait partie de l'équipe qui a affronté les Américains était coréen. Voilou voilou, hein, pour la petite histoire. Mais encore une fois, on va voir l'intronisation et l'avènement du baseball, que ce soit au lycée ou au niveau universitaire, bien avant que le baseball professionnel ne pose ses valises en Corée. Je vous rappelle que la KBO, qui est l'actuelle ligue, hein, la Korean Baseball Organization, qui est l'actuelle ligue en fait coréenne, n'a que 42 ans. Je pense que c'est en 82 que ça a été vraiment lancé pour la première année. Donc c'est tout récent. Malgré ça, on voit qu'il y a un gros engouement, comment je peux dire ça, une grosse participation, hein, des spectateurs, des fans coréens vis-à-vis du baseball coréen professionnel notamment. Et maintenant, on peut arriver chez les catégories jeunes, que ce soit au lycée, et donc surtout au lycée ou au niveau universitaire, on a également du baseball à noter. Par contre, contrairement aux États-Unis ou au Japon, c'est à noter, c'est vrai, mais ce n'a pas la même proportion ou les mêmes proportions. Par exemple, aux États-Unis ou au Japon, comme on l'a dit, le baseball lycéen est très important. Déjà, dans toutes les écoles américaines, on a du baseball voilà, dans le parcours. On a des varsity teams, on a des gros tournois d'État, hein, parce qu'on décompose par État aux États-Unis quand on parle de baseball lycéen. Et au baseball lycéen japonais, on vient d'en parler, il y a le Koshien, il y a vraiment une effervescence nationale. En Corée, il y a un compte qui dit qu'ils ont à peu près 60 à 70 lycées en fait, hein, qui proposent le baseball et notamment du baseball compétitif. Donc c'est très peu, hein, si on compare donc aux deux autres pays que j'ai cités. Mais malgré tout, on retrouve tout de même plusieurs, on va dire, tournois majeurs en Corée au niveau lycéen. Et on a d'ailleurs des talents assez jeunes qui sont scoutés assez tôt par la KBO, des fois même par la MLB ou par la NPB. Donc voilà, ça reste des tournois à noter. Euh, je vais vous parler de ces 5 compétitions majeures, mais rapidement, parce que j'ai pas beaucoup malheureusement d'informations, de retour, assez d'insight pour vous donner beaucoup de grains à moudre, on va dire, mais au moins je peux vous les citer. Alors, on a 5 tournois majeurs nationaux. On a le Blue Dragon Flag National High School Baseball Championship, qui se passe à Séoul. Euh, 36 écoles y participent et son année d'intronisation, ça a été en 1946. On a ensuite le Golden Lion Flag National High School Baseball Championship qui lui aussi se déroule du côté de Séoul. 36 écoles également y participent et celui-ci a été intronisé en 1947. On a ensuite la President's Cup National High School Baseball Tournament qui se participe qui se passe dans différentes villes. Et cette fois-ci, on a 41 écoles incluses dedans. Son année d'intronisation, c'est 1967. Ça se rapproche d'ailleurs des années où on a eu de plus en plus de problèmes, on va dire, nationaux au niveau de la Corée du Sud. Je rappelle qu'à partir des années 70, il y a eu pas mal de choses importantes qui sont passées, et pas forcément des très bonnes choses. Je renvoie encore une fois vers l'article que j'avais écrit pour The Strikeout.
On a ensuite le Grand Phoenix Flag National High School Baseball Tournament qui lui aussi se déroule dans plusieurs différentes villes et qui inclut cette fois-ci 63 écoles, donc quasiment la totalité des écoles, enfin des lycées en fait, qui ont le baseball en tant que sport majeur en leur sein. Ça a été intronisé en 1971 et enfin on a un tournoi très récent, la KBA's President's Flag National High School Baseball Tournament qui se déroule dans différentes villes. Là aussi 63 lycées inclus et ça a commencé en 2013. Pour finir avec l'aspect lycéen, baseball lycéen en Corée, on avait également quelques tournois qui étaient des tournois un peu plus mineurs au niveau lycéen, pardon, qui se passaient de manière aussi annuelle, mais à partir de 2010, ça a été juste remplacé par ce qu'on appelle le High School Weekend League, qui donc remplace en fait ces quatre championnats. Ces quatre championnats se déroulaient à Busan, Daegu, Gwangju et Incheon. Et je peux vous donner leur nom si vous voulez vous renseigner. Il y a le Hwarang Flag National High School Baseball Championship qui se déroulait à Busan, Daebong Flag National High School Baseball Championship à Daegu, Mudeong Flag à Gwangju et Mutual Flag à Incheon. Et maintenant pour la partie universitaire, c'est un peu plus compliqué encore à suivre. Ce qui est bien, c'est que même si dans l'histoire le baseball universitaire a eu ses moments, un peu à l'image de ce qui se passe au Japon, c'est le baseball lycéen qui était clairement mis en avant et mis en image au niveau national, et le baseball universitaire beaucoup moins. Ça peut s'expliquer notamment puisque les jeunes talents coréens peuvent aller en KBO après le lycée, ils n'ont pas besoin d'aller à l'université. Pareil, en université, en fonction des universités, il y avait des universités beaucoup plus spécialisées par exemple sur le foot ou le basket que par exemple le baseball. Ils ont essayé de rationaliser et d'organiser ça de manière un peu plus formelle et bien formatée dans les années récentes, dans les années 2000, avec donc la KUSF College Sports U-League. En fait, cette KUSF College Sports U-League, c'est une ligue qui permet de rationaliser les compétitions universitaires au niveau de la Corée. C'est opéré par la Korea University Sports Federation. C'est en fait voilà, tout simplement l'organisation qui surveille, qui manage, on va dire, tout ce qui est sport universitaire en Corée du Sud. Et cette U-League, elle opère sur différents sports, 6 sports nationaux, le baseball, le basket, le foot, le hockey sur glace, le tennis et le volley. Maintenant, parmi les universités qui composent, qui sont en fait gérées par cette KUSF, toutes ne sont pas forcément en compétition sur les mêmes sports. C'est ça aussi qu'il faut noter. C'est pourquoi je dis que c'est un peu compliqué à vous décortiquer, mais je vais essayer de le faire de la meilleure des manières. Sur les 48 universités qui composent cette U-League, il faut le noter, il y a certaines universités qui vont aussi permettre à certains sports d'opérer, mais en dehors de ce système de U-League, puisque le système de U-League c'est un peu le système élite, où vont permettre de faire jouer ou faire participer leurs étudiants athlètes à différents sports, mais dans des clubs, donc en dehors du côté universitaire. Donc voilà, c'est très spécial. Enfin, quand je dis très spécial, c'est une organisation très spéciale, puisque c'est un peu un mix entre ce que nous on peut connaître par exemple en Europe, je pense notamment à la France, où par exemple on peut faire sport-études, mais par exemple au niveau universitaire, on n'a pas un sport, on va dire, on va pas pratiquer un sport de manière à par exemple devenir footballeur professionnel. On entre très vite dans un centre de formation et compagnie. Là, ce système un peu hybride vous permet par exemple en tant que joueur universitaire entre guillemets, de pouvoir être un joueur de club, par exemple pour un club de foot, et finir votre post-formation là-bas et ensuite devenir professionnel là-bas. Bref, donc on revient nous sur le côté baseball. Donc sur les 48 universités inscrites du côté de la KUSF U-League, on n'en a que 18 qui font partie de cette U-League au niveau baseball. C'est-à-dire 18 qui vont entrer dans cette compétition U-League quand on parle de baseball. Ça ne fait pas beaucoup, déjà d'une part, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que comme je l'ai dit, la U-League c'est la partie élite de la compétition universitaire au niveau coréen. Donc, il faut le savoir, la plupart des
personnes qui entrent, des étudiants athlètes qui entrent en U-League, tournent professionnels, ils deviennent professionnels dans la majorité des cas. On les voit même apparaître au niveau de l'équipe euh, sud-coréenne dans les tournois internationaux, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les Jeux Olympiques, etc. etc. Mais par contre, la KUSF permet, un peu comme je l'ai dit, pour des universités qui n'ont pas ce niveau ou ces moyens d'avoir des étudiants athlètes pour pouvoir mettre en place une équipe élite et voilà, faire partie de la compétition U-League, on a en fait une compétition annexe qui s'appelle la KUSF Club Championship, qui inclut donc le baseball, le basket, le volley et le foot cette fois-ci, donc 4 sports seulement, mais qui permet donc aux universités qui ne font pas partie de la U-League au niveau baseball de pouvoir toujours faire de la compétition universitaire de baseball dans cette KUSF Club Championship. Pour comprendre l'attrait de cette KUSF U-League, comme j'ai dit, ça a été établi dans les années 2000 et surtout ça devait répondre à une problématique. Comme avant cela pouvait se passer, les étudiants qui sortaient du lycée les plus talentueux, les étudiants les plus talentueux qui sortaient du lycée, devaient en fait faire un choix. Ils devaient choisir entre soit continuer leurs études, donc l'aspect académique, soit continuer de poursuivre leurs rêves en tant qu'athlète. Donc c'était compliqué puisque voilà, ils étaient forcément obligés de faire un choix et des fois ce choix incluait de carrément abandonner leurs études pour poursuivre ce rêve de devenir des joueurs professionnels. Mais le problème avec ça, c'est que tout le monde ne devient pas un joueur professionnel. Nous le savons, vous le savez, nous le sachions. Donc, on retrouvait en fait une problématique dans les résultats scolaires et l'aspect étudiant-athlète au niveau de la Corée. Et donc, cette problématique était censée être, on va dire, résolue via cette U-League. Tout n'est pas parfait, mais il faut le savoir qu'il y a quand même des règles. Ils ne permettent pas aux étudiants qui n'ont que des bonnes performances athlétiques de pouvoir passer à l'étape supérieure s'ils n'ont pas les résultats académiques attendus. Donc on regarde beaucoup ça quand on admet déjà les étudiants du lycée vers la fac, mais également quand on leur permet de passer des années à la fac. Tout ça fait que voilà, ça permet d'établir une sorte d'ordre naturel général et bien sûr aux étudiants de pouvoir retomber sur leurs pattes s'ils ne deviennent pas des athlètes professionnels reconnus et renommés. Je sais que c'est un peu plus indigeste, un peu plus flou à percevoir, mais ce qu'il faut en retenir en fait, c'est qu'en Corée, les choses sont beaucoup moins structurées quand on parle de baseball universitaire, ça impacte beaucoup moins d'universités, et surtout, l'engouement du sport universitaire, notamment du baseball universitaire, que ce soit au Japon ou en Corée, est bien moindre que ce que l'on peut voir aux États-Unis, même si le baseball universitaire aux États-Unis n'est pas le sport le plus suivi et le plus reconnu parmi les sports universitaires. Je le rappelle, en tête, on a le foot US tout en haut. Ensuite, on a le basket, notamment surtout sa partie March Madness, que ce soit chez les hommes et même chez les femmes. Le baseball va arriver dans une seconde partie, dans cette sorte de seconde zone, avec le softball notamment. Le softball a d'ailleurs un engouement certaines fois supérieur au baseball, il faut le noter. Voilà, ça va être dans cette seconde zone, voilà, encore une fois avec le softball, peut-être avec des sports un peu plus comme le volley, euh, comme le lacrosse, peut-être le lacrosse est un peu en dessous quand même, je vais peut-être pas exagérer, ou même comme le soccer, donc le foot que nous on connaît, etc. etc. Et bah voilà, j'ai envie de dire qu'on termine l'année en toute tranquillité, c'est peut-être pas l'épisode le plus long. Encore une fois, si vous voulez des informations complémentaires, que ce soit sur le baseball au Japon ou le baseball en Corée, je le rappelle, pour le baseball au Japon, il y a une série de vidéos sur le Homura. Vous cherchez baseball Japon le Homura sur YouTube, vous allez forcément retrouver ces épisodes. Il y en a un premier qui commence de l'ère Sengoku jusqu'à nos jours, qui est une sorte de d'aspect global. Un autre épisode qui est sur un aspect plus réduit en regardant et en faisant un comparo de deux célébrités de Hall of Famer du baseball nippon, on va dire de la fin des années 30, début des années 40, entre donc ce portrait croisé entre Victor Starfin et Eijun Sawamura. Et il y a une troisième vidéo, un troisième épisode on va dire, qui est beaucoup plus lié à ce parallèle qu'on peut faire entre l'évolution de la société nippone et l'émergence et l'effervescence de ce fameux baseball universitaire nippon avec donc l'établissement du Koshien.
Donc je vous invite vraiment à aller voir ou pourquoi pas revoir ces vidéos, hein. Enfin ça s'écoute surtout, hein, ça ressemble plus à des podcasts, hein, vu la qualité médiocre des images que j'ai pu récupérer, puisque je ne paye pas d'abonnement, vous savez, dans les abonnements de photos licenciés, pardon, etc., etc. Donc forcément j'ai des vidéos, des photos de moindre qualité. Mais malgré tout, je pense que ça s'écoute quand même pas mal. C'est des épisodes beaucoup plus longs que ce podcast en soi, je pense. Je me rappelle plus la durée pour être honnête. Mais ça peut être des bons compléments. Pour la partie Corée, encore une fois, j'avais écrit un article preview par rapport à la World Baseball Classic qui a eu lieu en 2023 sur différents sites et notamment pour la partie finale du côté de Miami. Donc il y a cet article sur The Strikeout France, The Strikeout FR. Et puis si vous voulez, hein, autant faire encore un peu plus de promo, il y a aussi un petit vlog, hein, qui vous permet de retracer mon passage du côté de la World Baseball Classic à Miami. J'avais regardé notamment deux matchs en particulier. Donc voilà, ça vous permet de voir un peu l'envers du décor, l'ambiance, etc., etc. Ça aussi c'est sur le Homera sur YouTube. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de promos sur ce dernier épisode de saison. Mais voilà, j'ai envie de conclure en vous remerciant encore une fois pour le suivi, pour les interactions. Ça me fait plaisir de pouvoir, pourquoi pas, vous immerger un peu dans mon monde. Cet aspect collège baseball, c'est très 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 intéressant à mes yeux. J'espère que ça vous donne un peu plus d'intérêt à le suivre, même de loin. On va revenir en janvier avec un programme chargé, puisque qui dit janvier dit retour des previews, puisque le baseball universitaire reprend dès le mois de février, je le rappelle. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour cette fameuse saison 3 de Warzone. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.